Je crois aux forces de l'esprit. Bonsoir et bienvenue pendant le 20h, votre rendez-vous de décryptage de l'actualité par la culture. Stratégie de communication 2.0, storytelling, incarnation du pouvoir, gouverner, est-ce plaire? C'est notre sujet du soir avec les journalistes Lisa Alessandri et Thomas Brunelli. Suivi du décryptage comme politique, la séduction au pouvoir avec nos esprits critiques, Marie-Ange Philippe et Marcel Petriccioli. Pour m'accompagner ce soir, Lisa Alessandri, journaliste au Corse Matin, et Thomas Brunel, journaliste à RCFM. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Salut Philippe. Alors il s'agit ce soir de décrypter la communication politique, car la gouvernance est inhérente au discours, à la communication non verbale. La stature en politique, est-ce essentiel, Thomas? La stature, ah oui, c'est indispensable. Il faut une stature. C'est-à-dire qu'il faut en imposer. On va parler de la séduction aussi, mais d'imposer, d'avoir une personnalité, d'avoir du charisme, c'est, je pense, les ingrédients indispensables pour faire de la politique. Quelqu'un qui dégage aura beaucoup plus de chance et son discours passera mieux que quelqu'un qui est timoré et qui est presque sous la table. C'est quelque chose que vous observez, Lisa, en tant que journaliste, lorsque vous suivez les hommes politiques? Évidemment, c'est quelque chose qu'on regarde. La stature est importante, effectivement, pour entendre le message. S'il n'y a pas de stature, s'il n'y a pas de popularité, parce qu'on va y venir, le message est brouillé. Et à ce moment-là, ça devient compliqué. Alors, je vais vous demander de réagir sur ces mots de François Mitterrand, qui avait l'art du verbe. Il disait ceci en 1991. « Gouverner, ce n'est pas plaire ». Moi, je suis d'accord. C'est-à-dire qu'il y a deux étages. Le premier, c'est d'arriver au pouvoir. Là, je pense que la séduction est importante et indispensable, parce qu'il faut séduire les gens, avec un discours, avec des idées. Le mot séduction, plaire, oui, séduction, c'est un peu pareil. Mais entre la séduction et la manipulation, la frontière est très mince. Et là, vous parlez d'un homme politique qui était maître dans l'art de la séduction et aussi de la manipulation. Et c'est vrai, quand on arrive au pouvoir, pour imposer quelque chose, on ne peut pas plaire à tout le monde. Et là, je partage complètement ce que disait François Mitterrand. Je pense qu'il faut le replacer dans le contexte aussi. Il disait ça à Edith Cresson. Et lui était président. Donc pour lui, il était facile de continuer à plaire. Elle gouvernait. Et très bas dans les sondages. La rue était en guerre. Et puis, moi, je ne suis pas vraiment d'accord avec Thomas. Je pense que pour gouverner, oui, peut-être plaire. Pour présider, pas obligatoire. Alors, ce qui est intéressant dans ce que disait Thomas également, c'est qu'il y a en fait deux phases. Quand on est un homme politique, il y a la conquête du pouvoir, où là, la séduction, la maîtrise de son image totale est primordiale. Et après, il y a l'exercice du pouvoir. On a le sentiment qu'une fois au pouvoir, il y a une sorte de consensuel. Enfin, il faut imposer une communication plus consensuelle. Est-ce une vue de l'esprit? La maîtrise n'est pas la même. La séduction, c'est la maîtrise d'un univers qui est un peu, je dirais un peu abstrait, un peu... Voilà. En revanche, le pouvoir, c'est la maîtrise du réel. Là, on est dans deux mondes différents. Mais c'est vrai que pour arriver au second, il faut passer par le premier. Et cette phase-là, souvent, je pense qu'il y a des hommes politiques qui surjouent ou qui sont un peu imposteurs dans leur attitude parce qu'ils jouent un rôle justement pour arriver au pouvoir. Et là, on s'en aperçoit de plus en plus avec l'image. On crée des produits alors qu'au fond d'eux-mêmes, vous n'allez pas les voir, mais certains politiques sont complètement différents de l'image qu'ils donnent. Mais il y a ce passage obligé pour arriver au pouvoir. Je vous dis, le pouvoir, c'est le réel. Ensuite, plaire ou pas plaire, c'est autre chose. Mais il faut quand même imposer des choses. Et moi, je pense, il faut opposer ces deux phases. C'est le cheminement pour arriver justement aux affaires. Moi, je noterais trois phases. Le premier tour, le deuxième tour et après le pouvoir. Premier tour, évidemment, on clive. Après, pour le deuxième tour, on est obligé de rassembler. Donc la séduction et cette envie de rassembler la population se fait à ce moment-là. Et après, arriver au pouvoir, c'est encore un autre job. Mais je pense que le président, de par sa stature, est obligé de séduire un maximum de personnes.
Le président, le maire, en fait, au-delà de la présidence de la République, Ouais. le Au-delà de la maire, politique. au-delà de la politique d'ailleurs. Ouais. C'est vrai. Thomas disait quelque chose qui est intéressant. Je voudrais sur en fait le marketing politique, c'est ça. Il y a des segments, il y a un marketing politique. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez le sentiment, je le répète, vous suivez encore aujourd'hui les hommes politiques insulaires à l'Assemblée de Corse, en Méditerranée. Nous y reviendrons en fin d'émission avec vous, Thomas, et votre nouvelle émission sur RCFM. Vous avez le sentiment que cette idée de la communication politique, de l'omniprésence de la communication politique, est encore plus présente aujourd'hui avec les réseaux sociaux, avec l'instantanéité de l'information? Ah oui, ça me paraît évident. Et puis, trop de communication tue la communication. Moi, on commence à en avoir un peu marre de certaines communications qui sont quotidiennes, avec la photo de telle personne qui fait telle chose. Ensuite, il est parti voir dans les îles faire autre chose, dormir dans un camp. Je crois qu'il faut... C'est peut-être comme ça maintenant, mais moi, ça ne me convient pas. Alors, ça questionne le rôle du journaliste. Tout à fait. Mais le journaliste, c'est pas au second plan, là, maintenant. Les hommes politiques n'ont plus besoin des journalistes. Il n'y a plus d'intermédiaires. On n'a plus besoin effectivement. maintenant, avec les réseaux sociaux et avec ce monde qui s'ouvre virtuel, on fait ce que l'on veut, on communique ce que l'on veut. Et là, il y a des gens qui sont payés justement pour que l'image de la personnalité, qu'elle soit politique ou pas, soit aimée du public et passe bien. Moi, ça ne me convient pas. Oui. Ça ne me convient pas parce que je sens une imposture là-dedans. On est dans la pure communication. Emmanuel Macron, en fin de semaine dernière, a signé en direct sur Twitter, à la télévision, la loi sur la moralisation de la vie publique. Ça a été vu par tout le monde, ça a été direct, du producteur au consommateur. Effectivement, on est dans un produit. Il devient son propre... Les hommes politiques, maintenant, deviennent leurs propres producteurs d'informations. Bon, après, c'est pas nouveau. Jaurès et Clémenceau, et Napoléon, si on repart encore plus en arrière, avaient leurs médias. Mais tout va plus vite. Il serait allé jusqu'en Australie. Tout va beaucoup plus vite. Je crois que c'est ça, ouais. Puisque vous évoquez Emmanuel Macron, quelques mots de l'actuel président de la République, alors qu'il était ministre de l'économie en 2015. Il y a dans le processus démocratique et dans son fonctionnement un absent. Dans la politique française, cet absent est la figure du roi, dont je pense fondamentalement que le peuple français n'a pas voulu la mort. Nous sommes totalement dans l'incarnation du pouvoir, avec les attributs du pouvoir, de la fonction. Oui. Le roi rassure. Le roi a toujours rassuré, mais dans toutes les sociétés. Et plus on va vers le sud, et plus ça se vérifie. Mais pour avoir l'étoffe d'un roi, il y a beaucoup de choses et de critères qui entrent en ligne de compte. Et là, je pense qu'aujourd'hui, on a essayé dans un premier temps, puisqu'on parle du président de la République, de stopper toute communication, de se la jouer un peu, voilà, je fais ce que je veux et je le fais quand je veux. Apparemment, ça n'a pas trop marché. Donc maintenant, on revient sur d'autres principes beaucoup plus clairs et beaucoup plus habituels. Et donc, c'est difficile d'être un roi. Et on n'est pas roi en une année. C'est-à-dire que roi, c'est un long travail. Et je crois que, pour parler encore d'Emmanuel Macron, il est au début de tout cela, de cette construction de ce personnage. Donc voilà, c'est vrai que les gens attendent quand même une autorité. De plus en plus, une autorité. Mais est-ce qu'il a l'étoffe d'une autorité, je dirais, reconnue ? Je pense qu'il essaye de poser déjà le personnage. Il y a eu Chirac, le roi feignant sur la fin de ses mandats. Sarko, roi peut-être pas, mais bling-bling, très agité. Hollande, président normal, à qui on a reproché d'être mou. Macron ne veut pas être un président normal. Le roi, c'est lui, voilà, il est jupitérien, il est au-dessus des autres. Il utilise, ne serait-ce que dans son arrivée au pouvoir, la pyramide, château de Versailles, au G20, il utilise cette expression de part qu'on envoie toujours au roi et à la loi. Donc il essaye il essaye l'habit de roi. Alors après, va-t-il le tenir? Mais je suis d'accord avec vous, ça rassure. On a besoin de ça. Comme De Gaulle et Mitterrand ont pu rassurer à ce moment-là. C'est vrai que là, on part sur un passé un peu agité au niveau du président. Le premier septennat de Mitterrand, là, on avait un roi. Après, De Gaulle, c'est une autre époque. Voilà. Mais je pense que le dernier roi était là. Après, Chirac, comme l'a dit Lisa, c'est autre chose. Et là, entre les deux, il essaie de faire la synthèse de tout ça pour amener quelque chose de moderne, mais d'autoritaire. Va-t-il réussir? Alors, est-ce qu'en Corse, Gilles Simeoni, par exemple, qui est le président de l'exécutif, est un président jupitérien? Après les mots.
C'est un beau gosse, c'est quelqu'un qui dégage, quelqu'un C'est vous qui le dites. d'intelligent, c'est quelqu'un qui a comme le charisme dont je parlais tout à l'heure. Moi, je parle clairement et tranquillement. Si Gilles Siméone n'était pas tête de liste aux dernières territoriales, on n'en serait pas là. Parce qu'il n'y a pas que les nationalistes qui ont voté de Gilles Siméone. Il y a aussi les femmes, beaucoup. Il y a aussi des gens qui ne sont pas corses, qui habitent en Corse, qui sont des nouveaux néo-arrivants, qui ont voté Gilles Siméone. Parce qu'il rassure dans son discours. En tout cas, je parle de l'élection précédente. Il rassure. L'image est positive, il n'y a rien à dire. Après, il est arrivé au pouvoir. Et là, ça se complique aussi un peu. Parce que voilà, l'adhésion totale, maintenant, c'est plus compliqué à avoir. Mais je pense qu'il correspond à la définition que je donnais au début de l'émission. Il a tout pour être au pouvoir et pour continuer. Quoi. Alors, vous comprenez bien ce que nous faisons, ce que nous essayons de faire dans cette émission, c'est de décrypter la communication politique, l'image véhiculée par les hommes politiques. Si l'on reste sur le président de l'exécutif, est-ce que finalement, ce n'est pas un trop-plein de communication? C'est une des critiques que l'on entend, que vous entendez, j'imagine, également. Énormément de communication, beaucoup de conférences de presse, des chiffres, beaucoup de choses qui n'étaient pas à l'arrivée très très intéressantes. Mais pour revenir à Gilles Siméone, au-delà du côté beau gosse, on a eu un peu Gilles Siméone, et comme Martine à la plage, Martine à la campagne, on le voyait boxer, on le voyait courir, on le voyait faire plein de choses. C'est une stratégie sûrement. Oui, mais ce qui est important pour moi, c'est que c'est peut-être son passé de militant qui a forgé cette personnalité. Dans le contact peut-être plus facile avec les gens. C'est le fils d'eux aussi. Donc c'est une espèce de figure qui est très identifiée. Et bon, et après il y a le rapport aussi avec la Corse et les hommes politiques qu'on appelle par leur prénom. Donc tout ça, la proximité fait que... Mais quand il déclare dans Libération, au mois d'août, c'est juste il y a quelques mois, excellente interview de la quasi-totalité des Corses nationalistes, c'est ce qu'il disait. Il y a l'image qu'il véhicule. Alors, vous disiez sous la forme de boutade, ou pas d'ailleurs, Lisa Martine à la plage, Gilles Siméone à la plage, etc. etc. C'est vrai, on le voit boxer. Mais il y a les mots, le sens des mots. Quand on incarne une présidence, de l'importance des mots. Quand il dit ceci, d'après vous, c'est quoi l'objectif? Il dit ça dans Libération, déjà. C'est un message qui s'adresse au niveau national. Voilà. Mais qui est partiel pour moi comme message. Parce que bon, je partage à peu près ce qu'il dit. Les Corses, ce sont... c'est vrai que bon, on a des attitudes et un cheminement de pensée qui est différent. On est Corse. Bon, c'est notre statut numéro 1 quand on est Corse, c'est d'être Corse. Mais aujourd'hui, malheureusement, si on prend la population corse, on est combien? Corse, je dirais, c'est la moitié ou un peu plus de la moitié. Le reste, les 40 ou 45%, ils ne sont pas Corses. Donc c'est vrai que la majorité des Corses, c'est peut-être un nationaliste, mais je ne dirais pas la majorité des habitants de la Corse aujourd'hui sont nationalistes. Parce qu'il y a une frange de néo-arrivants, et on a vu que la démographie a éclaté. Ce n'est pas les Corses qui se sont multipliés, ce sont les gens qui sont venus d'extérieur qui sont arrivés. Donc sur un scrutin, cette définition, en tout cas cette citation, est partielle. Parce qu'on a toute une frange de la population qui n'est pas corse. Mais le fait de le dire, de l'expliciter dans un journal national, ça participe à une stratégie, je le répète, on essaie de décrypter les stratégies de communication. Non, il se positionne, il se démarque. Oui, il se démarque. Je suis ce que je suis, mais je suis nationaliste et la majorité des Corses l'est aussi. Alors, est-ce que si gouverner, c'est plaire, ou ne pas plaire d'ailleurs, est-ce que présider, ce qui est quand même un petit peu différent, est-ce que présider, c'est plaire? Il faut essayer parce qu'il y a la sécurité, il y a le calme du pays. Là, je reviens à Emmanuel Macron. Le pays est clivé, il y a le terrorisme, la mondialisation, les gens ont peur. Et je pense que dans cette situation-là, il faut quand même essayer de plaire, de rassurer. C'est ce que disait Thomas au début de l'émission également. Gouverner... Après, la séduction bloque, nous prend de la liberté. Donc, à vouloir trop plaire, on est un peu prisonnier. On peut être prisonnier de son image. Et de ce désir de plaire aussi. Il faut qu'il s'émancipe et qu'il arrive à être courageux, lui comme un autre. Oui, de toute façon, Angela Merkel a accepté les migrants. C'était quelque chose qui n'allait pas peut-être la rendre populaire, mais elle a eu
ce courage. François Mitterrand. Parce que c'est une femme. François Mitterrand, au début des années 80. La peine de mort également. Oui, Helmut Kohl aussi, oui. S'est prononcé contre la peine de mort. Hein. Voilà. Alors que l'opinion publique nationale était largement favorable. Hein. Ce sont des actes d'hommes d'État. Et là, pour le coup, on n'est pas dans la dimension, en tout cas, dans la volonté de plaire au plus grand nombre. On peut aussi citer Jacques Chirac Bien par sûr, rapport à la guerre en Irak et sa position par rapport aux États-Unis. Peut-être qu'il a plu aux Français, mais il a fortement déplu aux Américains. Mais quand même, ça a été un geste courageux qui a marqué quand même son quinquennat ou son septennat. Voilà. Je ne veux pas que le président ou que le gouvernant plaise et me plaise. Je veux que ses actes me force à l'admirer et aller un peu dans le sens de sa démarche. Et même si au début je suis peut-être hostile à cette attitude, mais si je vois qu'il le fait avec courage, avec détermination, avec conviction, et que ça amène quelque chose de plus à un pays ou à une communauté, eh bien je me dis finalement qu'il ne m'a pas plu dans sa démarche, mais il avait raison. Et là, moi, je veux que ce soit ça. C'est-à-dire que le gouvernant, on me dit, rassure, c'est ça, et prennent des décisions de gouvernants, c'est-à-dire qui sont peut-être perçues comme par les citoyens comme des attitudes un peu bizarres, mais qui en fait sont des attitudes de gouvernants parce qu'il y a les conséquences ensuite qui vont être positives et non pas l'inverse. Vous les avez eu vos 40 secondes, Thomas? Vous avez même chippé dès quelques secondes à Lisa. Gouverner, est-ce plaire? C'est le débat du soir dans Pendant le 20h. Et comme tous les soirs, nous continuons à décrypter cette thématique par le prisme de la culture. L'incarnation du pouvoir est essentielle dans la pratique politique, nous l'avons dit, et les spin doctors se chargent de scénariser l'action publique comme politique. La séduction au pouvoir, c'est le décryptage culture de Pendant le 20h. Alors nous en rejoint notre chroniqueuse culture, le regard philo même de Pendant le 20h, Marie-Ange Philippe, et Monsieur BD, le libraire Marcel Pétriciol. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Bonsoir Philippe. Marie-Ange, nous allons commencer avec vous. Et vous avez choisi un ouvrage qui va faire plaisir à Thomas, qui fait plaisir à Thomas, Le Prince de Machiavel. Oui, quand on parle de séduction, forcément on parle de Machiavel. Forcément. Un grand classique. Alors, Machiavel est très mitterrandien ou Mitterrand est très machiavélien, peu importe. Donc, dans ce livre, il décrit les mécanismes et processus à mettre en œuvre pour être un bon prince, pour accéder au pouvoir et le garder. Surtout, c'est une sorte de manuel philosophique et théorique. Et il décrit, ce qui est intéressant et ce qui est révolutionnaire à l'époque, c'était au XVIe siècle, l'effectivité du pouvoir, c'est-à-dire pas comment cela doit marcher, mais comment ça marche. Il n'est pas du tout idéaliste et il dit « Celui qui laisse ce que l'on fait pour ce que l'on devrait faire va à sa ruine plutôt qu'à sa conservation. » Alors, est-ce qu'il faut plaire? En tout cas, c'est sûr qu'il ne faut pas être bon, enfin, en tout cas faire preuve de bonté en toutes circonstances. Il dit ce qui est important, c'est d'être attentif à l'opinion, ne pas aller forcément dans son sens, mais effectuer un travail sur l'opinion pour savoir attiser le désir et même l'amour. Il parle carrément d'amour. Et ce lien d'amour dépend d'un jeu d'apparence très théâtral où plaire, mais aussi être craint sont des parties de la construction de cet amour presque idyllique. Oui, c'est François Mitterrand dans le texte. Mais c'est exactement François Mitterrand dans le texte, finalement. Oui, mais je crois qu'il me semble avoir lu quelque chose dans Libé, qu'il essayait de ne pas revendiquer Machiavel parce que c'était une philosophie politique très mal perçue, mais que c'était un grand lecteur de Machiavel. Il y a un point qui est essentiel aussi dans ce que vous venez de dire, c'est l'opinion publique ou les opinions publiques. Hein. Qu'on manipule. Voilà. Vous m'avez enlevé le mot de la bouche, Thomas. Non, mais aujourd'hui, je ne veux pas revenir sur l'instantanéité de l'information. Alors, ce n'est pas ce que nous faisons ici. Hein. Nous essayons de prendre de la distance, de prendre du recul face à l'instantanéité, à l'immédiateté de l'information, mais avec les sondages, la multiplicité des sondages, quotidiens presque, quotidiens, on a le sentiment que les hommes politiques gouvernent, certes pour séduire, mais avec les yeux rivés sur les sondages. Oui, mais après, Machiavel dirait... Il n'en avait pas Machiavel. Non, bien sûr. Non, mais il voyageait beaucoup, contrairement aux intellectuels de son époque. Et il disait qu'il faut savoir prendre les humeurs et la température, non pas pour aller dans leur sens, mais pour analyser si on ne va pas dans ce sens, quel effet cela aura. Et après, il faut avoir le courage de le faire ou non. Le courage de le faire, l'action politique. C'est ce qu'on retrouve dans la bande dessinée que vous avez sélectionnée pour ce soir. Le château, une année dans les coulisses de l'Élysée.
Alors c'est vraiment fortement recommandé par toute l'équipe de Pendant le 20h, évidemment par Marcel. C'est de Mathieu Sapin, c'est chez Dargaud Éditions. C'est véritablement un régal parce que ça décrit ce qui se passe dans les coulisses du château. Alors le château, c'est l'Élysée. C'est l'Élysée. C'est les us et coutumes de l'Élysée, tout simplement. Donc 1 an sur les pas de Mitterrand, dans les traces de Mitterrand, mais aussi de toutes ces personnes qui gravitent, enfin qui travaillent à l'Élysée. C'est ça qui est intéressant. Alors on voit très vite que c'est un endroit, c'est beau, il y a des lustres, il y a des dorures, bon, c'est complètement décati. Ils sont dans leur bulle. Il le dit, la vie réelle ne rentre jamais à l'Élysée. Alors puis on voit que derrière les tentures, ça chuchote, ça parle, ça complote, ça on le montre bien. On est vraiment dans le dédale, dans le labyrinthe de l'Élysée. Alors il n'y a pas beaucoup de politique, mais elle est toujours en arrière-fond la politique, parce qu'on va voir un petit peu tous les désastres du quinquennat Mitterrand. Alors choisissez les bonnets rouges, Trierweiler, tout ça est apparaît. Et c'est un bouquin aussi, il est beaucoup de questions. De François Hollande. Hollande. Je ne voulais pas vous reprendre, mais bon. Oui, c'est Hollande. On a parlé de communication, il y a beaucoup de questions de communication dans ce bouquin, énormément. Et on voit aussi toutes les erreurs de communication qu'a eu François Hollande, qu'il voulait faire lui-même sa propre com, d'où beaucoup d'erreurs. Et c'est vraiment très important, il le dit dans le bouquin, c'est une des choses primordiales, la place qu'a la communication au sein de l'Élysée. Alors s'il a pu faire tout ça aussi, il le dit, c'est parce qu'il n'avait ni micro, ni caméra, juste un crayon, un petit carnet. Et donc les gens se sont facilement confiés à lui, lui ont fait confiance, ils ont parlé librement. Et puis, avec son air de ne pas y toucher, M. Sapin, il allait derrière les groupes et hop, il notait tout ça. Alors, c'est assez caricatural, un petit peu naïf, son dessin, mais c'est très chargé. Il y a beaucoup d'anecdotes, on apprend beaucoup de choses. Les planches sont vraiment denses, très denses, pas facile à lire, un petit peu ardu aussi, mais franchement, c'est un régal, parce qu'on est vraiment dans les arcanes du pouvoir, dans tout ce qui se passe à l'Élysée. Vous allez tout savoir sur les confs de presse, sur les salons, quand les réceptions, vous savez tout de ce qui se passe. Sur les favorites aussi. il y a quelques petites... Oui, c'est vrai. Ce qui est super aussi, c'est sur le slogan. On parle de séduction dans cette émission, c'est sur l'idée de ce slogan. J'ose pas dire stupide parce que je ne me permettrai pas, mais de président normal. C'est ça. Ils en parlent. Oui. Ils disent stupide, d'ailleurs. C'est le terme dit. qui est utilisé. Comment François Hollande avait théorisé, avant même l'accession au pouvoir, cette idée de présidence normale, tout simplement en opposition à Nicolas Sarkozy. C'était aussi simple que ça. Ouais. Et il montre très bien à quel point il a très vite été déconnecté de la vie réelle, de la réalité. Très très vite. Malgré ces 2 ou 3 voyages en TGV... Qui ont été assez rapides au début du quinquennat et après ça avait été vite abandonné. La BD Le Château, une année dans les coulisses de l'Élysée, de Mathieu Sapin chez Dargaud Éditions. Thomas, quelques mots sur votre émission sur RCFM. On est reparti. Méditerranée. Vous êtes reparti. Complètement. Mais vous avez fait c'est pas un lifting là, vous avez une vraie transformation. Transformation, le Méditerradio qui s'appuie toujours sur la Sicile, la Sardaigne et la Corse, navigue sur toute la Méditerranée, de Gibraltar jusqu'au Liban et du sud au nord. Et voilà, alors on couvre complètement l'actualité avec une revue de presse méditerranéenne qui manquait parce qu'on décrypte un peu les infos et ce qui fait l'actualité en tous les pays chaque semaine, que Pierre-Louis Alessandre réalise. Ensuite, on a des chroniques avec une interview qui colle à l'actualité. Bon, là, c'est la Catalogne, c'est aussi l'Algérie qui bouge un peu. On a aussi une interview qui est un peu plus magazine avec, par exemple, le bouquin sur le père de Kadhafi, présumé de Kadhafi, le capitaine Preziosi, qui est assez intéressante. Il y a aussi une interview de Jean-Noël Pangrazzi, bien entendu l'écrivain. On a une petite rubrique l'Europe et la Méditerranée, parce qu'on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de programmes européens, mais qui nous passent au-dessus, donc on a essayé de les identifier. On a aussi une rencontre quasiment mensuelle avec un ou une Corse qui vit dans un pays méditerranéen et qui nous raconte un peu son expérience. Voilà, et tout ça, bien entendu, avec du rythme. Et on garde notre Méditerranée traditionnelle et isolane, ou avec la Sardaigne et la Sicile. C'est l'ADN d'RCFM. Oui. C'est l'ADN d'RCFM. Et ça doit être l'ADN de la Corse. C'est vrai. C'est vrai, le carrefour de la Méditerranée. Le carrefour de la Méditerranée. Alors, ce sont des sujets et géopolitiques, et culturels, et politiques, et sociétaux, de décryptage. D'ailleurs, cette année, un des points essentiels de ce nouveau format,
vous mettez l'accent particulièrement sur le décryptage. Hein. Décryptage avec je dirais des sommités, entre guillemets, des personnes que j'ai rencontrées dans les différents voyages par rapport à la COPEAM et qui décryptent des politologues, des universitaires qui ont un recul sur toutes ces actualités. Et c'est vrai que ça amène quand même une petite réflexion supplémentaire et ça nous permet aussi, et ça c'est le but, de rapprocher les peuples en se connaissant mieux. Alors Méditerradio, c'est tous les samedis à 13h, de 13h à 14h. C'est même inscrit sur le petit bandeau de l'émission. Merci. Merci beaucoup à tous les cas d'avoir échangé sur cette question, la séduction, le pouvoir. Et nous avons même parlé de Machiavel. Mais on en parle assez souvent, je crois, de Machiavel. Oui, c'est la séduction, le pouvoir, il y a Gilles Siméon et Machiavel. Bien résumé. Nous terminerons sur ces mots de Marie-Ange. Merci Marcel. Lisa, à très vite. Merci. Thomas, on se voit souvent et vous êtes un des réguliers de Pendant le 20h évidemment. Marie-Ange, à bientôt. Très vite, à bientôt. Bientôt aussi pour le Culture Club. Je le dis tous les vendredis, il y a le Culture Club de Pendant le 20h. Nous essayons de répondre par la culture à une question de philo, de société ou de culture. Évidemment, merci tous les quatre. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous dis à demain, même lieu, même heure, ça se passe forcément pendant le 20h.